commencer notre toute première vidéo sur la thermodynamique. Donc aujourd'hui, nous allons voir seulement les bases de la thermodynamique. Donc je vous propose ce plan. Donc, introduction à la thermodynamique. Nous verrons d'abord la définition. En grande, nous verrons la description d'un système thermodynamique. Ce n'est pas un système thermodynamique. En grand 3, nous verrons la notion de gaz parfait, de gaz réel. C'est important. Nous terminerons avec le grand 4 sur les différents types de transformation d'un système. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, en grand 1, qu'est-ce qu'un système? Bon, ici, nous allons définir la thermodynamique. Ce n'est pas un terme de la thermodynamique. Donc, il faut savoir que la thermodynamique, c'est l'étude des relations entre les différentes formes d'énergie. Donc, que ce soit la chaleur, le travail, tout ça. Donc, c'est l'étude des relations entre les différents types d'énergie. Et également les relations, les transformations entre ces énergies. Donc, avant d'entamer la description des systèmes thermodynamiques, nous allons vous rappeler qu'en thermodynamique, nous avons principalement 3 lois. La première loi, c'est la loi de la conservation de l'énergie. La deuxième loi, c'est le principe d'évolution, puisque la première loi présentait des insuffisances. La troisième loi, maintenant, c'est le principe zéro de la thermodynamique. Donc, nous reviendrons plus en détail dans nos prochaines vidéos. Donc, la description, en grande description d'un système thermodynamique. Donc, un système thermodynamique peut être représenté de la sorte. Nous avons le système qui est là. Bien sûr. D'accord, il y a son environnement. Donc, système de masse M, de volume V, qui sont les paramètres du système, et l'énergie interne U. Bon, nous allons voir ça à la suite de nos vidéos. Donc, le système échange, bien évidemment, de la chaleur, E, du travail, avec son milieu. Donc, il peut échanger également de la matière. Donc, c'est ça. Donc, ici, on a l'environnement, ça c'est le milieu extérieur, ou bien son environnement. Environnement ou milieu extérieur du système. Donc, ça, ce sont les frontières du système qui peuvent être fictives ou réelles. Maintenant, le système plus son environnement est appelé l'univers. Donc, système plus environnement. Le système plus son environnement. Donc, dans l'univers. Voilà. Donc, si nous prenons un système thermodynamique, donc il peut échanger de la chaleur, du travail et souvent de la matière avec son milieu extérieur. Donc, c'est là qu'on définit 3 types de systèmes. Donc, il y a des systèmes qui échangent seulement que de l'énergie, c'est-à-dire la chaleur et le travail avec le milieu extérieur. Les systèmes qui échangent les 3, la chaleur, le travail et la matière, et ainsi qu'il y a des systèmes qui n'échangent ni la matière, ni de la chaleur, ni de l'énergie avec son environnement. Donc, c'est là, on verra 3 types de systèmes. On dit les systèmes ouverts. Système ouvert, s'ils échangent avec son milieu extérieur de la matière, de la chaleur et du travail. Donc, eux, ils échangent la matière, échange de la chaleur, le Q, et du travail, W, avec son environnement. Maintenant, deuxième type de système, donc les systèmes fermés. Donc, les systèmes fermés, eux, ils échangent seulement de l'énergie avec son milieu extérieur. Donc, c'est-à-dire, ils échangent la chaleur et le travail avec son milieu extérieur. En dernière position, nous avons les systèmes isolés.
système isolé, E, n'échange ni de la matière, ni de l'énergie avec son milieu extérieur. Donc, pas d'échange de matière ni d'énergie. Donc, quand on parle d'énergie, ça regroupe la chaleur, le travail également, avec le milieu extérieur. Donc, ceci peut être. Bon, c'est bon ici, j'ai dématérialisé ça. Donc, ici, il faut savoir également que les échanges d'énergie entre le système et le milieu extérieur s'effectuent par transfert de travail ou de la chaleur. Donc, le signe des quantités W et Q est défini conventionnellement. Les énergies échangées avec le milieu extérieur sont affectées. Donc, ici, les énergies échangées avec le milieu extérieur sont définies conventionnellement, c'est-à-dire, par exemple, si nous prenons un système de ce genre, donc toutes les énergies qui entrent au système sont attribuées d'un signe positif. Donc, si on a le travail, si on reçoit du travail ou de la chaleur, donc ils sont attribués d'un signe positif. Maintenant, si le système cède maintenant au milieu extérieur du travail ou de la chaleur, donc ici, ils sont attribués d'un signe négatif, donc d'un signe négatif. Voilà. C'est comme bon, le loi de. Je peux me permettre des banques. Lorsque tu as un compte bancaire, lorsque tu pars retirer, donc normalement ça va diminuer. Donc, et puis aussi lorsque tu pars ajouter, donc si tu reçois, on a un plus. Ensuite, nous avons l'état d'un système. On va l'état d'un système. L'état d'un système est déterminé ou décrit par les variables macroscopiques mesurables appelées les variables d'état. Nous allons voir maintenant les variables d'état. Donc ici, nous avons deux types de variables d'état. Nous avons les variables extensives et les variables intensives. Donc les variables extensives sont les variables qui s'ajoutent lorsqu'on prend deux systèmes de même masse et puis on les additionne. Donc la masse va s'additionner naturellement. Donc la masse totale s'appelle M1 plus M2. Donc ce sont des variables dites intensives et extensives. Donc ils sont proportionnels à la masse du système. Maintenant les variables intensives, eux, sont indépendantes de la masse du système. Donc nous verrons ça. Nous avons deux types de variables d'état. Nous avons les variables extensives, telles que qui sont proportionnelles à la masse. Nous avons la masse, la quantité de matière, grande et petite. Nous avons le volume, bien sûr. Ensuite, la quantité de mouvement. Nous avons Q également, quantité de mouvement. Les variables intensives qui sont indépendantes de la masse. Nous avons ici la température, nous avons la pression, nous avons également la masse volumique. Donc il faut savoir que le rapport de deux variables extensives nous donne une variable intensive. Donc, si nous prenons la masse volumique, le ρ, ça fait la masse divisée par le volume. Donc ici, la masse est une variable extensive, le volume également est une variable extensive. Donc ici, nous faisons le rapport entre la masse volumique qui devient naturellement une variable intensive. Nous avons également la concentration et bien d'autres. Donc pour bien comprendre ces deux cas, donc prenons par exemple un système de masse M1, de volume V1, température T1, donc une pression P1. Bon, on s'arrête là. Un autre système de masse M1,
N2, V2, température T2, T égale à T1, bien sûr, pression P, P1 égale à T, donc même pression, même température. Ici, même si nous avons M1 ici, dans le premier système, deuxième système. Donc si on rassemble ces deux systèmes, on obtiendra un système de ce genre de masse 2M1, parce qu'on aura M1 plus 1, c'est 2M1, de volume 2V1, mais on aura toujours la même température T1, la même pression P1. Donc ici, ces deux systèmes ont même température et même pression. Donc ici, vous voyez avec moi que la masse s'additionne, le volume également, mais la température et la pression restent identiques, donc ne changent pas. Donc c'est ça, on les attribue de variables intensives. Donc, j'espère que ici ça va. On continue. Donc, les variables d'état, les principales variables d'état. Ici, nous avons la température, la pression, le volume, l'énergie interne, l'enthalpie, l'entropie, le travail, la chaleur. Donc, nous verrons tout ça en détail. Donc, ce qui concerne l'énergie interne, c'est pas l'enthalpie, l'entropie, le travail également, puis la chaleur. On verra ça en bas. Donc, on a défini ce qui c'est le grand 2, ce qui c'est qu'un système thermodynamique. Donc, la notion maintenant d'un gaz parfait. Donc, un gaz parfait, c'est un gaz qui obéit. Un gaz parfait, c'est un gaz qui obéit à la formule PV égale nRT. C'est-à-dire pour une température constante, PV est une constante. Également pour les gaz parfaits. Également, les gaz parfaits n'ont pas de volume propre. Par exemple, si on prend une enceinte, si nous prenons une enceinte, de volume, par exemple, V égale à 20 mètres cubes, et puis on met du gaz parfait à l'intérieur avec un volume de 10 mètres cubes. Donc, si on le met à l'intérieur, le gaz va avoir tendance à occuper tout l'espace qui lui est offert. Donc, il va occuper tout l'espace qui lui est offert. Donc, c'est ça. Donc, ils n'ont pas de volume propre. Et puis également, lorsque nous prenons les molécules d'un gaz parfait n'ont pas d'interaction entre eux. Donc, il n'y a pas d'interaction entre les molécules. Ils sont très éloignés, donc il ne peut pas avoir d'interaction entre les molécules. Et puis aussi la distance des molécules est négligeable devant la distance qui les sépare, parce qu'ils sont très éloignés. Donc, la distance est négligeable. Maintenant, nous verrons pour un gaz réel, ils ont un volume propre. Les molécules interagissent, les molécules d'un gaz réel interagissent entre eux. Et puis, la distance. Donc, nous verrons maintenant c'est quoi, à quel moment, nous verrons maintenant à quel moment on dit qu'un système est à l'état thermodynamique. Donc, un système est à l'équilibre thermodynamique lorsque toutes les variables sont constantes et que les variables intensives sont identiques
à chaque point du système. Je m'explique. Si nous prenons ce système, par exemple, nous prenons ce système là. Donc, on dit que ce système est à l'équilibre thermodynamique lorsque toutes les variables sont constantes. Si nous prenons la température, la pression, donc je dessine ici, la température, la pression, la concentration, la masse, donc le volume, donc toutes ces variables bien d'autres sont constantes. Et puis également que les variables intensives doivent être identiques à chaque point du système. Par exemple, nous prenons la température. Par exemple, ici on a 20 Kelvin ici. Si on doit avoir 20 Kelvin, partout on va avoir 20 Kelvin. Donc la pression également, même chose, ainsi que la concentration. Donc les variables intensives doivent être identiques à chaque point du système. Maintenant, nous verrons maintenant les différents types de transformation d'un système. Donc, on parle de transformation, c'est le passage du système d'un état A à un état B. Donc, on parle également de transformation ou d'évolution. Donc, ici, nous avons plusieurs types de transformations. Nous avons les transformations réversibles, les transformations irréversibles et bien d'autres. Donc, les transformations réversibles, ce sont des transformations infiniment lentes d'une succession d'étapes d'équilibre. Donc, une transformation est réversible lorsqu'on a une possibilité de retour à l'état initial, c'est-à-dire on quitte de l'état A vers l'état B, et puis également il y a une possibilité de quitter de l'état B à l'état A. Donc c'est une transformation qui est réversible. Nous avons également les transformations irréversibles. Là, ce sont des transformations qui sont totales, qui sont brutales, qui sont, comment dirais-je, brusques en fait. Voilà. Et puis, il n'y a pas possibilité de retour à l'état initial. Par exemple, si je prends un œuf et puis je le casse. Donc, l'état initial, l'œuf était. L'état initial, c'est ça. Maintenant, lorsque je casse l'œuf, il n'y a pas de possibilité que je puisse retourner à l'état initial. Donc, c'est ça, on appelle un système, une transformation irréversible. Donc, en plus de ça, nous avons également les transformations particulières comme les transformations isochores. L'isochore, c'est une transformation au cours de laquelle le volume reste constant. C'est-à-dire, on quitte de l'état A vers l'état B, mais au cours de cette transformation, le volume ne change pas. Donc, ici, je vais avancer ça un peu pour vous expliquer à travers ce diagramme. Donc, P en fonction de P, pression, en fonction du volume. Donc, les transformations isochores, bon, je vais noter ce terme ici, isochore. J'ai dit qu'ils sont des transformations au cours de laquelle sont des transformations au cours de laquelle le volume reste constant. Donc, on quitte de l'état A vers l'état B. Donc, ici, par exemple, nous avons 5 mètres cubes. Donc, le volume reste constant durant cette transformation. Ensuite, nous avons les transformations isobares. Ce sont des transformations au cours de laquelle la pression reste constante. Donc, on quitte l'état A vers l'état B, mais la pression ne change pas. Donc, voici ça. La pression reste constante, et ça, c'est la pression. Bon, par exemple, si je prends ici, par exemple, dans une valeur, par exemple, on dit Pascal. Donc, ici, je me retrouve dans un état C, mais la pression demeure constante. La pression, il y a PD, pression au point B égale la pression au point C. Ici, j'ai VA égale à VB. Ensuite, j'ai les transformations isothermes. Donc, isotherme, parce que vous entendez isotherme, nous avons la température. Donc, même chose, ce sont des transformations pour lesquelles la température demeure constante. Donc, ça,
Soit on va les symboliser comme cela. Je peux faire comme ça. Donc, on ne peut pas tracer puisque ce n'est pas en fonction de la température. Symboliser comme ça, par exemple, l'état. Je vais faire comme ça. Ici, ouais, l'état D. Température reste constante. Puisque ici la température est constante, nous avons certains gaz parfaits. Nous avons PV qui est égal à nRT. Si la température est une constante, nous avons que nR sont des constantes. Donc PV sera aussi une constante. Donc je prends ici, j'ai P, ici aussi j'ai V et puis j'ai P. Donc je prends PC, donc PC, VC doit être égal à PD, VD. Puisque la température est constante, alors P1 est égal à P2, VD. Donc, c'est une transformation isotherme. En plus de ça, nous avons les transformations cycliques. Donc, cyclique, vous entendez le mot cycle. Donc, l'état initial est encore égal à l'état final. L'état 1 est égal à l'état 2. Donc, ce sont des genres de transformations. Par exemple, on quitte de ce point A et on retourne à ce point, c'est-à-dire cyclique, comme cela. Donc l'état initial est encore égal à l'état final. Donc ensuite, nous avons les transformations adiabatiques. Donc c'est quoi une transformation adiabatique? C'est une transformation au cours de laquelle il n'y a pas d'échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Donc nous savons que lorsque on quitte d'un état A à un état B, il peut y avoir le transfert d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Maintenant, on dit qu'un système est adiabatique lorsque, au cours d'une transformation, il n'y a pas d'échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Donc, c'est bon ici. J'espère que vous avez bien compris cette première partie. Nous reviendrons, Inch'Allah, très bientôt pour continuer la suite avec les notions de base comme la chaleur du travail et bien d'autres, l'énergie interne, l'enthalpie, l'entropie. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de faire vos commentaires, donner vos commentaires, vos points de vue. S'il y a des parties à améliorer, je le ferai avec plaisir. Merci et à très bientôt. Assalamu alaikum.